sir. Thanks for coming to worship. Yes, he did. Welcome. Glad to have you at Abundant Life. Welcome to Indy. Il arrive cet après-midi donc à partir de Boston. Il a parlé à Boston University. Il était l'invité d'honneur là-bas. Et donc nous sommes arrivés. Mais je pense que c'est lui qui m'appelle là tout de suite là. Donc je vais l'appeler. Allô? Oui? Allô, vous êtes déjà arrivé, papa? Papa Eric de Champagne, il y a 2 heures d'ici. Bring the limo on the other side of the street.
across, you'll see all the taxis and the limo. Right where you're talking, this is not if you look wrong. Okay. There's all the limo taxis. We can show you my number. You call. Okay, we're good. Okay. Avec nous. Say,
Je peux toujours voir, je veux mon contact avec mon machin, je veux mon contact avec mon machin. Oui. En fait, c'est plus facile avec mon machin, on peut garder composé par deux de mes musiciens. Même moi-même, j'ai déjà composé. Là, je travaille sur ma 3e symphonie. C'est une symphonie qu'ils ont donnée, qu'ils ont dédiée à Papa Kimbangu. C'est intitulé Symphonie Tata Kimbangu. Au mois de juillet, j'ai laissé un Français diriger l'orchestre. Vous savez que c'est français. C'est ce qui les intéresse. Donc, aujourd'hui, mes musiciens ont composé une symphonie. Et dernièrement, l'ami conducteur français qui est arrivé, il a beaucoup aimé cette approche. Comment voulez-vous que je puisse savoir comment utiliser les violons si je ne commence pas par jouer de Beethoven ou bien de Mozart? C'est là où j'aurai une idée sur l'orchestration, sur la manière qu'ils ont eu à exploiter les aigus avec certains instruments qui peuvent aller dans les aigus et certains instruments graves. Et là actuellement, moi je travaille sur une symphonie que j'ai intitulée Mon identité. Pourquoi mon identité? J'ai réalisé que on continue à jouer de Beethoven, petit à petit je dois tourner vers l'Afrique. Je dois revenir à la source. Mais en même temps, en donnant cela une coloration. Et je suis convaincu que demain, si j'apportais cela à des orchestres ici, ça va l'air intéressé de jouer quelque chose. Mais ce qu'il y a, papa, c'est qu'il faut simplement être versatile. Il faut garder une versatilité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui parle. Moi, je suis un prof, je suis chef de département, je vais parler, tout ça, etc. La première chose qui est importante pour moi quand je vais parler, c'est de voir l'audience. De savoir c'est quoi, à qui je vais parler. C'est ça qui va déterminer mon talk. C'est pour ça que je demande toujours, quand on m'invite quelque part pour parler, je dis mais c'est quoi l'audience? Quelle va être l'audience, etc. Est-ce que c'est des étudiants, des profs, un public général, etc. Des enfants, des high schoolers, des college, des graduates. Tout ça c'est important quoi. Parce que je ne peux pas parler à des étudiants undergraduate comme je parle à mes pairs. Ouais, c'est juste. Je dois utiliser un autre registre de langage, quoi. Je dois présenter les choses avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de simplicité. Les notions un peu difficiles, un peu théoriques, je dois peut-être laisser ça de côté. Donc ça dépend. Donc si on a cette versatilité, l'orchestre a cette versatilité-là. Quand vous vous présentez et vous jouez à Vienne, vous allez jouer des choses différentes et d'une façon différente que si vous jouez à Kinshasa. Donc toujours s'adapter à son audience. Ça c'est la première règle fondamentale de celui qui performe, quoi. Ouais. Hein, de celui qui joue, que ce soit la musique, que ce soit quelqu'un qui parle, que ce soit n'importe quoi. Toujours s'adapter à l'audience. Pour moi, ça c'est fondamental. Ouais, là, tu m'inspires même. Je voudrais peut-être aussi, on jouait, si on est retenu pour la francophonie, je voudrais juste leur jouer une symphonie. Je pense pour François Hollande, il va trouver ça intéressant d'entendre, d'écouter une symphonie, mais qui serait une symphonie avec une coloration africaine. Absolument. Ça, je crois que... ça c'est le moment de présenter ça. Oui, absolument. Parce que c'est la francophonie, ça vient avec beaucoup de diversité, etc. Donc il faut leur montrer, voilà ce que notre appropriation et notre propre interprétation de ce qui de la francophonie. C'est ce qui faut leur montrer. Mais les musiciens ne sont pas professionnels, c'est des amateurs. Non, oui. Et tous sont des amateurs. Et parce que d'abord,
si les grandes vedettes congolaises ont déjà du mal à bien payer leurs musiciens, comment voulez-vous, nous autres, lorsque vous donnez un concert, vous faites comprendre à la personne qui vous invite qu'il y aura 150 musiciens, et vous pensez à notre relation, vous demandez juste à peine $2000, bien $2500, ils disent que c'est trop. Tu vois, donc on ne peut pas vivre de ça. Et le malheur en est qu'on n'a pas plusieurs concerts par an. On a peut-être 2 ou 3 grands concerts. Seulement. Oui, c'est pas aujourd'hui tu gagnes $5. Et c'est comme ça que j'ai expliqué sur Subiesque. On a évité cette histoire-là de faire, de vivre de notre musique. Pourquoi? Je trouve que le moment n'est pas encore arrivé. Et personne ne pourra vivre de ça. Et si tu regardes sur notre site, il y a une de nos choristes, Régine. Oh, j'avais la page, là, je vais partir de la page. Elle a eu docteur en médecine. Ouais. Elle est choriste. Elle a commencé, elle fait partie de la troisième Vous, docteur en formation. médecine, wow. Et pour moi, c'est vraiment une joie. Ça c'est formidable. Et même quand tu regardes dans le film Kinshasa Symphony, c'est lui qui chante le solo de la 9e symphonie. Le monsieur qui chante, c'est un docteur ou c'est un médecin? Il fait partie de la troisième promotion de l'OSK. Et je ne pense pas que lui voudrait devenir professionnel. C'est plus par passion. Bien sûr, c'est plus par passion. Et peut-être voir l'orchestre symphonique devenir professionnel. Peut-être pas dans cette génération, les générations futures. Quand au moins semi-professionnel. Oui, semi-professionnel, oui, semi-professionnel, oui, peut-être. Ça serait bien. Parce que là, il y a une chose pour laquelle je suis très content. Même on en parlait, je crois, avec Papa José quand on venait. J'ai un groupe de musiciens, on est en train de préparer le voyage sur Cotonou. C'est un orchestre de chambre, ils sont au nombre de 16. Bon, on s'est limité à 16 parce qu'on ne pouvait pas prendre tous. Mais j'ai réalisé avec 20 musiciens, je peux constituer déjà un orchestre à cordes, donc un orchestre de chambre. Bien sûr. Qui serait capable de très bien jouer à un niveau si pas professionnel, mais les gens vont quand même apprécier. Ça sera vraiment entre les amateurs avertis et puis vraiment les semi-pros. Ils seront vraiment capables de faire quelque chose de bien. Parce que c'est ça qui fait la différence. Je disais ça. Moi ma théorie, bon, c'est pas une théorie, parce que moi je ne joue pas un instrument. Mes enfants jouent, ma femme joue depuis très longtemps, mes enfants jouent, j'ai un enfant qui est vraiment très doué au piano. Mais moi je suis un mélomane, vraiment j'ai une grande bibliothèque de musique classique, parce que c'est ça m'inspire beaucoup, ça m'aide dans l'écriture, etc. C'est thérapeutique, ça me soigne. Je trouve, Papa Armand, que le travail d'interprétation est aussi fondamental que le travail de composition. Ah oui, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent assister à nos répétitions. Quand tu me vois diriger l'orchestre, ils disent mais qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? C'est la grande gueule ou quoi? Non, en fait, on s'est dit que hier, on cherchait à jouer une œuvre. Bon, aujourd'hui, on cherche à interpréter une œuvre. C'est 10 choses différentes. Bien sûr. Parce que l'interprète est un créateur. Nous, on pense toujours que c'est seulement le compositeur qui est le créateur. Il a créé son œuvre et puis c'est fini. Allez, l'œuvre est là. Mais non, il y a encore un travail à faire derrière. Et le travail, c'est l'interprète. L'interprète crée aussi. Il crée quelque chose qui est fondamental. Voilà pourquoi les interprètes sont tellement importants. Moi, au piano, par exemple, j'aime beaucoup une femme qui s'appelle Martha Argerich. C'est une Argentine. Elle est née en Argentine, mais elle a vécu partout. Elle parle 3 langues, l'espagnol, le français, l'anglais parfaitement. Martha Argerich, quand elle joue du Chopin, c'est absolument extraordinaire. Et moi, je vois ces nuances entre quelqu'un qui joue mal et quelqu'un qui joue bien, quoi. Je vois ça. Je ne peux pas écouter une musique qui est mal interprétée. Parce que pour moi,
c'est une parodie, c'est une caricature, ça, ce n'est plus la musique classique. Ce n'est plus la musique classique, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est vrai qu'on a complètement changé avec l'orchestre quand on répète. Et surtout moi qui suis souvent devant, lorsque les amis ont eu à composer leur symphonie, ils m'ont donné la partition, on a commencé la répétition. Parce que j'aime toujours encourager les autres, je leur dis toujours ceci. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec vous, mais demain peut-être que j'aurai devant m'appeler à faire autre chose, quoi. J'aime les encourager à travailler, à faire aussi l'écriture, donc à composer. Et on a commencé leur symphonie. Chaque partie de la pièce, de la symphonie qu'on jouait, je leur disais, j'apportais des corrections. Alors ils étaient là, parce qu'ils étaient à deux, donc les chefs de pupitre, premier violon, et puis un des mêmes bassonistes, ils sont tellement très amis, tous les deux. C'est comme ça qu'ils ont travaillé la symphonie ensemble. Et chaque fois que j'ai corrigé, que je faisais comprendre aux musiciens, non, là je voudrais une telle interprétation. Ils se regardaient tous les deux en disant, mais tu étais là lorsqu'on travaille. Je dis non, pourquoi? Ils diront non, tu es en train de donner l'interprétation exacte de ce qu'on a voulu écrire par donc les thèmes qui étaient là. Moi j'avais compris les thèmes, qu'est-ce que s'exprimait. Alors on m'a trouvé extraordinaire. J'ai dit non, je passe mon temps à interpréter les œuvres écrites par les autres. Et là, les autres, je n'ai pas eu l'occasion d'être avec eux. Mais vous autres, vous êtes là. Et j'ai compris qu'est-ce que vous avez cherché à faire. Et ce que vous dites là est vrai. L'interprétation, c'est autre chose. Et ça vous inspire aussi. Et même dernièrement, lorsque j'ai dirigé à Boston, après le concert, c'est quelque chose qui m'a fort étonné. D'abord à la répétition, j'ai dirigé une fois la répétition. À la fin de la répétition, les musiciens eux-mêmes étaient surpris de voir que j'avais ces gestes-là qui étaient bien précis, tout ça, qu'ils se sont posé la question, quand est-ce que j'ai eu le temps de répéter ça? Parce que c'était la première fois que j'ai répété avec eux. Et par mes gestes, ils ont pu me suivre. Et c'était quoi comme pièce? C'était... comment ça s'appelle? Et chaque Melody, Aaron Copland. A variation, chaque Melody. Donc un américain, un compositeur américain. Et pour eux, lorsque je les ai dit que je ne connaissais pas ces compositeurs-là, j'avais entendu parler de lui, mais je n'étais pas trop branché à Aaron Copland. C'était vraiment pour la toute première fois. Et après les concerts, le jour d'après, j'ai dirigé les concerts. Après les concerts, j'ai eu seulement 15 minutes de répétition avec eux. Les jours d'après au concert, j'ai dirigé. Il n'y a pas eu de quoi, bien parce que moi j'ai fait des gestes qui n'étaient pas précis. Ça m'a surpris, après que ce soit le public qui m'applaudisse. C'était également les musiciens qui applaudissaient aussi. Qui n'en revenaient pas, ils m'ont trouvé extraordinaire. Et c'est là où je fais comprendre aux musiciens que on doit vraiment développer ce sens d'interprétation, c'est très important. Absolument. Notamment dans l'orchestre, pour moi, c'est le conducteur, c'est le chef d'orchestre. Les gens qui font du solo, qui font du piano, des sonates, des choses pareilles. Ou même les petits groupes de musique de chambre, les quartets, les quintettes, qui n'ont pas de chef d'orchestre. Mais quand il y a un chef d'orchestre, je trouve que c'est vraiment le chef d'orchestre. Le chef, oui, c'est vrai. C'est lui qui fait tout. Les musiciens ne font qu'interpréter ce qu'il dit. C'est lui qui soigne tout, qui fait tout. Et comme a dit un jour un ami que j'avais reçu là, il dira ceci, si tous les chefs, on devait seulement interpréter une partition comme ça, jouer une partition comme elle est écrite, ça ne serait pas intéressant. Ça serait la même chose. Ce serait la même chose. Ah oui, et c'est plutôt à chaque chef qui apporte l'interprétation. Ça touche. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs versions d'une seule œuvre. Moi, apparemment, j'ai plusieurs versions de la même œuvre que j'écoute. C'est-à-dire que après, j'aime, après je me dis, tiens, je vais encore avoir une autre version. Par exemple, le Requiem de Mozart, j'ai ça en 3 versions. J'adore cette œuvre.
j'ai ça en 3 versions, parce que j'ai une version avec McNair, et puis j'ai une autre version, je ne sais plus si c'est, et puis j'ai une 3e version, quoi. J'ai 3 versions et j'écoute, je sais quelle est ma version préférée, mais j'aime bien écouter les autres versions, quoi, pour voir un peu comment c'est différent. Les versions que je n'aime pas sont les versions françaises. Ah. Je trouve que les chefs français ont une drôle de façon d'interpréter des œuvres. Je n'aime pas trop des concerts dirigés par des chefs français. Ça me plaît pas. Souvent, je trouve que... Mais moi, je trouve par exemple Daniel Barenboim. Bon, Il n'est pas mauvais. Enfin, c'est vrai qu'il est devenu français, mais il n'est pas français à l'origine, mais c'est quand même un très bon chef d'orchestre. Daniel Barenboim, oui, ça... Parce que lui, il joue aussi, il joue aussi du piano, c'est un grand pianiste. Moi, et vous savez quoi? Pour recevoir le prix de Charles Ansbacher, on était à 100. On s'est retrouvé avec Barenboim. Barenboim était là? Oui. À Harvard? Non, il n'était pas là, mais c'était parmi les sélectionnés. Ah, parmi les sélectionnés. Alors, c'est comme ça, pour eux, ils se sont dit non. Ce que lui, il a fait, il a eu toutes les facilités pour le faire. Mais moi, je suis passé par beaucoup de difficultés. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé bon de me remettre ces prix que d'aller donner ça à Barenboim. C'est un grand chef. Parce que lui, je sais qu'il utilise la musique aussi pour essayer un peu de faire la paix entre les Palestiniens. Oui, il avait parce qu'à un moment donné, il voulait jouer quoi? Il voulait jouer du Wagner, je crois. Oui, du Wagner, Wagner à Tel Aviv, parce qu'il est juif aussi, quoi. Alors les gens ont dit non, Wagner, c'est lui qui a inspiré le nazisme. Wagner, c'était le compositeur préféré du Reich, de Hitler. Donc les juifs, ça ne passe pas, quoi. Mais bon, il essaie d'utiliser sa musique d'une façon. Mais moi, j'aime beaucoup. J'ai toute sa collection des sonates de Mozart. C'est un spécialiste. Oui, c'est un spécialiste de Beethoven. Barenboim est un spécialiste de Beethoven. Mais il a fait chez Sony, il a fait toutes les sonates de Mozart. Toutes les sonates. Mais il les joue tellement bien. Parce que les gens disent oh, il est beethovien, est-ce qu'il va pouvoir maîtriser Mozart? Mais il a vraiment fait bien, quoi. Il a fait bien. Là, j'apprends, là, je réalise que je tombe vraiment sur quelqu'un qui connaît la musique classique. Non, moi aussi j'apprends. Moi, en fait, je dis toujours ceci à mes musiciens. Je leur dis ceci. Que l'orgueil ne servait à rien du tout. Pour quelle raison? Je les ai fait comprendre une chose. Ce qui nous tue souvent en Afrique, et surtout chez les Congolais, on n'écoute pas l'autre. On veut faire croire à tout le monde que c'est toi qui connais tout. Et les jours que tu tombes sur quelqu'un qui va réaliser qu'il y a une chose que toi tu ne connais pas, tu auras l'air très bête. Et des fois, il faut savoir également écouter l'autre. Peut-être il fera sortir quelque chose que toi tu ne connais pas. Mais si lui réalise que tu ne connais pas, par ton orgueil, jamais il va partager avec toi. C'est vrai. Et c'est comme ça que... moi je leur dis, moi je suis pilote d'avion de formation. J'ai été aux États-Unis, j'ai ma licence, je fais l'entreprise, j'ai commencé à travailler. Tout ce que je fais là devant vous, vous savez comment est-ce que j'ai appris? Je leur pose la question, non. En vous écoutant. Et je voudrais que vous soyez également comme ça. Il faut avoir cette patience, il faut apprendre à écouter également les autres. C'est comme ça que vous allez profiter pour apprendre. Absolument. Wow. Mais par exemple, est-ce que l'orchestre pense par exemple à inviter d'autres chefs d'orchestre pour venir? Si, on aime bien faire ça, tel que là au mois de juillet. C'est moi qui avais eu l'initiative d'inviter ces chefs-là. L'année prochaine, j'en ai parlé avec le 30 ans Académie là. Je vais vous demander s'il y a moyen d'organiser ces mêmes concerts qu'ils ont organisés. Là où moi je suis venu diriger, que ça soit organisé à Kinshasa. Mais avec les musiciens de l'OSK. Les musiciens de l'OSK. S'il y a même d'autres musiciens qui seraient intéressés à venir pour jouer ensemble avec nous, on pourra profiter pour faire des masterclass. Et
également pour jouer ensemble avec nous, faire la même chose qu'on a fait à Boston, et le faire à Kinshasa. Pourquoi pas? Mais quand tu parles de ton orchestre de 16 personnes là, parce que bien sûr pour jouer à l'étranger, tu ne peux pas amener 150 personnes. Personne ne pourra financer un tel projet. Parce qu'il faut payer les billets, il faut avoir les visas, il faut amener les instruments, c'est beaucoup quoi. Mais avec un petit orchestre de chambre, moi je te verrais bien aller à Nantes par exemple, où j'ai eu de très bons contacts. Je te dis à Nantes, il y a au mois de... chaque mois de février, il y a ce qu'ils appellent les folles journées. Ils ont commencé ça il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, il y a des folles journées partout en Europe. C'est-à-dire 4 jours qui sont consacrés à un thème particulier. L'année où moi j'étais à Nantes, ils ont appelé ça le sacre russe. Donc c'était 5 compositeurs russes. Je crois que c'était Rachmaninov, c'était Prokofiev, c'était pardon, Prokofiev, il fait des choses bien quand même. Et puis il y avait Tchaïkovski. Ah, par contre, Tchaïkovski, ça j'adore. Oh, c'est un génie. Tchaïkovski, c'est un Moi, génie. ma composition est basée sur... Tchaïkovski, c'est vraiment un grand génie. Moi, je vois ses symphonies maintenant. Il est absolument extraordinaire. L'autre, c'était Rimsky-Korsakov. Et puis le 5e, ça s'appelait le sacre russe. Le 5e, c'était Shostakovich. Ah, Shostakovich. Voilà. Que moi, en revanche, Shostakovich, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Il est aussi... je trouve ça, c'est difficile pour moi de pénétrer ces compositions. C'est vrai, j'ai eu à assister au stage de direction d'orchestre, là où on avait joué du Shostakovich, un concerto pour violoncelle. J'ai pas du tout aimé. Je sais pas, j'arrive pas, ça me parle pas quoi. Non, ça me parle comme Tchaïkovski me parle. Moi, Tchaïkovski me parle vraiment beaucoup. Bon, Rachmaninov, je trouve que ses compositions de piano sont absolument extraordinaires. Mais et donc, dépendant du thème qu'ils vont avoir, tu peux amener ton orchestre. Ils sont bien payés parce qu'ils ont énormément d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Celui qui a fait ça, qui a commencé à promouvoir ça, c'est justement Jean-Marc Ayrault, qui est maintenant le Premier ministre. Parce que Jean-Marc Ayrault était maire de Nantes. Jean-Marc Ayrault a été maire de Nantes depuis plus d'une dizaine d'années. Alors il a promu sa ville culturellement, c'est devenu une ville absolument culturelle, quoi. Et donc l'une des choses qu'il avait promues, ce sont les folles journées, quoi. Ça c'est bien, ça c'est une possibilité qu'on peut entrevoir dans le futur. Je voudrais bien. Ah oui, ça serait bien. Ça c'est très bien. Je voudrais bien surtout aussi... ça serait une très bonne chose pour les musiciens de sortir un peu. Oui, bien sûr, exactement. Un petit groupe, vraiment les meilleurs, la crème de l'orchestre. La crème de l'orchestre, ils voient comment d'autres personnes jouent. Ils peuvent avoir des masterclass à l'extérieur qui vont les aider. Vraiment pour qu'ils interprètent bien. Parce que c'est vraiment important. Et c'est là où ça sera de toute façon, ça sera extraordinaire. Je dis, ils viennent de Kinshasa, ils jouent la musique comme ça, avec une telle passion, un tel talent. C'est ça quoi. Ah, c'est ça. C'est la musique classique, c'est pas comme la musique de Zaïko, quoi. Hein? C'est malheureusement. Mais le problème né avec la musique de Zaïko, on risquerait demain, si on perdait les disques et tout ça, qu'il n'y ait pas de partition. Parce que ce serait intéressant d'écrire cela. Et moi, c'est comme ça dans ce projet d'école de musique que j'ai. Je tiens absolument à encourager l'écriture musicale et afin de permettre à nos frères demain de pouvoir écrire ce que nous sommes en train de composer aujourd'hui, parce que combien de fois j'ai vu que des musiciens des Zaïko doivent aller jouer quelque part et puis qu'est-ce qui se passe? C'est mieux qu'on ne sait pas voyager avec tous ces musiciens. Pourquoi ne pas écrire des partitions qui trouvent des musiciens sur place? C'est ça. Mais dis-moi un peu l'école, parle-moi un peu de l'école de musique. L'idée c'est quoi? Je ne sais pas si
Vous avez vu, je sais que c'est pas ça ici avec les enfants, quand ils reviennent de l'école. Ils font leurs devoirs, ils peuvent s'amuser. À un moment donné, il va apprendre à jouer son instrument. Il y a aussi des parents, il aime bien quand il va à l'église, il voit quelqu'un jouer au piano, il voudra apprendre à jouer le piano. Moi, je voudrais une école comme ça. Et en même temps... Elle n'est pas créée encore. Non. Là, on est en train de chercher les financements. En même temps, je voudrais, dans la même école, voir comment je pourrais mettre d'autres personnes qui pourraient encadrer les enfants qui ont des difficultés à l'école. Ils viennent pour s'amuser, mais en même temps, les parents peuvent profiter de la même occasion. Trouver peut-être des salles, parce qu'on aura de toute façon des salles bien fermées là, pour l'acoustique, de telle sorte que ceux qui sont là ne dérangent pas ceux qui répètent là, parce que c'est les problèmes que moi je connais. Tantôt ceux qui jouent aux cordes, ils vont demander aux autres, est-ce que... Et surtout les percussionnistes ne répètent jamais. Parce qu'on les demande toujours de se retirer. Bien sûr, c'est ça. Ou bien ici, ils ont des basements, des sous-sols. Oui, des sous-sols. Tu vois, dans les caves, les percussionnistes vont aller dans les caves où on les entend. Et moi, je voudrais que cet endroit-là ne soit pas seulement pour apprendre la musique, de voir aussi, pendant le moment où les enfants viennent, je ne sais pas si les cadres peuvent être intéressants. Mais l'enfant qui vient pour s'amuser, pour apprendre, il termine en même temps. La personne qui lui apprend à jouer l'instrument peut lui dire « Ah mais les parents ont fait des remarques sur le truc, tout ça. Pourquoi pas donc organiser aussi un coin où on pourra aider les enfants qui ont des problèmes à l'école de pouvoir travailler sur leurs devoirs, peut-être des fois aussi en sortant de chez soi. Ça vous change de bulle, ça vous permet aussi de mieux d'apprendre. Donc je ne pourrais pas comment je peux combiner cela. Parce que je ne voudrais pas que ça soit vraiment un programme comme se ferait un programme de l'école. Doucement Lisette. Je trouve qu'un programme de l'école ne serait pas intéressant. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a envie de devenir musicien. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un peu ça. C'est un don, c'est une passion. Et c'est comme ça que je ne voudrais pas m'amuser moi à mon tour. Il y a des écoles qui sont là pour ça. Et moi, je voudrais peut-être organiser autre chose. Mais tu sais, papa, moi, si vous avez des idées, elles sont vraiment... Il y a une chose intéressante. Le problème, c'est toujours de sortir du lot. De faire quelque chose. Le projet que tu as, des gens ordinaires, des femmes qui vendent au marché, mais aussi des gens qui sont médecins, etc., dans un pays dénué de tout, qui forment un orchestre symphonique. C'est un concept qui est unique, quoi. Moi, j'ai vu un film que tu connais sans doute qui s'appelle... ça s'appelle Simba Bilili. Comment ça s'appelle? Benda Bilili. Film Benda Bilili. Dans le concept de l'école de musique, il y a un truc qui pourrait bien marcher, je trouve, et qui pourrait attirer beaucoup de financement, beaucoup d'attention médiatique. Ça serait si une certaine partie de tes étudiants pouvaient être des enfants de la rue, par exemple. Des enfants de la rue que tu pourrais intégrer, tu pourrais les prendre en charge, tu pourrais leur apprendre la musique pour démontrer justement que ces enfants de la rue, ce sont des enfants comme les autres. Quand tu les mets dans un environnement qui est un bon terreau, ils peuvent apprendre et puis, tu vois, dans 2, 3, 4 ans, tu vas former des enfants de la rue qui sont devenus des violonistes, qui sont devenus des pianistes. Ça, c'est une histoire que CNN, 60 Minutes, va prendre ça. Tiens, ce Congolais-là qui avait déjà commencé cet orchestre symphonique, maintenant, il prend les enfants de la rue et leur apprend la musique. Et voilà, ces enfants sont devenus des musiciens. Et puis après, tu les aides aussi à rentrer à l'école, etc. Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Oui, ce que je voudrais également que vous puissiez voir comment on pourra développer ces idées, dans quel sens. Ce sont des enfants de la rue. Donc, qui dit leur apprendre la musique, leur amener à l'école, tout ça, il faut leur trouver aussi un endroit. Absolument. Donc je suis obligé, absolument, dans ces cas-là. Parce qu'il ne faut pas les laisser dans la rue après. Il ne faut pas les abandonner. Donc il faut que je fasse également cette démarche-là. Parce que là, puisque nous sommes à la recherche des financements,
je vois des mécènes aux États-Unis, en France, mais surtout aux États-Unis ici, parce qu'aux États-Unis, il y a la culture philanthropique, quoi, il y a la culture de donner. Je vois beaucoup de mécènes ouvrir leur portefeuille pour donner parce qu'ils vont dire c'est une idée extraordinaire, c'est une idée extraordinaire. Par exemple, José et moi, nous sommes allés voir une femme qui s'appelle Anne-Marie Thompson, qui a eu une organisation ici qui s'appelle GBA, Giving Back to Africa. Elle est née au Congo. Elle a grandi au Congo, son père était médecin au Congo, son père a passé 40 ans au Congo, médecin pasteur. Hein. Et donc elle est née au Congo, elle parle lingala parfaitement. Ah bon. C'est une blanche. Hein. Ça doit être tout drôle de passer dans la rue comme ça, de tomber sur... Ah ouais, c'est une blanche. Et donc Anne-Marie dit, j'ai honte d'être blanche. Pourquoi Dieu ne m'a pas fait noir? Elle dit qu'elle a horreur de sa peau. Quoi. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle redonne à l'Afrique ce que l'Afrique lui a donné. Quoi. Et elle nous a invités à son fundraising. Elle avait un fundraising event où donc elle essaye de lever des fonds. Et José et moi, nous étions assis à la table des maires du Congo. Good
morning, sir. Thanks for coming to worship with us today. I'm Debbie. Yes, he did. Welcome. Glad to have you at Abundant Life. Welcome to Indy.